Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, une agence de conseil et d'innovation urbaine. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville de demain. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste, et je reçois aujourd'hui William Ocant, installé récemment à Nantes après quelques années à Berlin. William est architecte urbaniste. Il est l'un des 150 citoyens tirés au sort pour faire partie de la Convention citoyenne pour le climat. Très engagé au sein de la Convention sur la question de la lutte contre l'artificialisation des sols, il nous explique les propositions de la Convention sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à retrouver toutes nos publications sur Dixit.net. Donc William Ocant, bonjour. Alors William, on se connaît depuis la fin 2019. Je crois que j'ai retracé ça sur Twitter. C'était octobre 2019. C'était que le début de ton aventure, puisque je ne sais pas si tu es membre de la Convention citoyenne pour le climat ou tu étais membre d'ailleurs. Je sais pas où vous en êtes là-dessus. En tout cas, c'était le début d'une sacrée aventure, je pense, pour toi. On va en parler. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire qui tu étais avant le début de cette aventure ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis William Ocant, j'ai 33 ans. Je suis architecte urbaniste. Pour retracer un petit peu mon parcours, j'ai été étudiant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Puis, pendant ce moment-là, j'ai fait un très long stage en urbanisme à Rotterdam, aux Pays-Bas. Puis après, j'ai travaillé à la suite de mes études pour l'agence Aubras à Paris, dirigée par Frédéric Bonnet. Et en passant 3 ans, en sortant de l'agence chef de projet, et puis avec la volonté encore de continuer à m'inspirer de l'étranger. Donc j'ai vécu 5 ans à Berlin, en Allemagne, sur mon propre choix, du fait de vouloir être un petit peu à la fois acteur et puis témoin de changement dans la façon d'organiser l'urbain. Et puis à l'été dernier, le fait d'avoir un enfant de 4 ans, puis un enfant à prévoir, puisque j'en ai un enfant au mois de décembre. L'idée de rentrer en France maintenant avec tout ce savoir et puis la volonté de s'installer et de se rapprocher de la famille. Donc j'ai décroché un contrat CIFRE qui me permet de faire une thèse en architecture. Et donc voilà, j'ai été appelé au mois d'août dernier. Alors tu as été appelé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est un coup de fil. Oui, exactement. C'était un coup de fil un samedi matin, mon enfant sur l'épaule, on était en train de jouer. Est-ce que vous voulez faire partie de la Convention citoyenne au mois d'août, le moment du déménagement, du changement de pays? Alors, aucune idée de ce qui se passait en France puisque je changeais de pays. Et du coup, je dis oui, essayez de me rappeler plus tard parce que je ne vois pas trop de quoi il s'agit en fait. Et du coup, moi, je croyais vraiment que c'était une annonce pub, comme tout ce qu'il peut avoir comme ça au téléphone. Et en fait, entre-temps, je me renseigne et non, la Convention citoyenne, entamée par une négociation à la suite du mouvement des Gilets jaunes avec le président qui a lancé cette convention et ils m'ont rappelé et j'ai dit oui tout de suite, sachant ce que c'était. Donc, on ne te proposait pas un coup de fil de refaire ta cuisine, mais plutôt de refaire le monde. C'est un peu... Alors, quand tu... dans notre échange que j'ai pu retracer, tu me disais qu'il y avait plein de coïncidences. Et en fait, il y a eu plein de coïncidences là-dessus. Alors, tu es maintenant nantais, après Berlin. Mais tu es architecte urbaniste, tu es praticien de la ville. Et tu te retrouves aussi à tomber sur un groupe qui n'est pas n'importe lequel au sein de la conférence, puisqu'il y a une forme d'organisation thématique. Peut-être que tu peux nous expliquer ça ? Oui, l'idée, c'était de couvrir par 5 grands thèmes, un peu le quotidien des Français, qui sont se loger, se nourrir, travailler, produire, consommer et se déplacer, qui correspond à des
des activités qui ont un lien avec le rejet de gaz à effet de serre. Et tout était régi au tirage au sort, donc même le fait qu'on soit appelé. Du coup, là aussi, le choix du groupe s'est fait au tirage au sort. Et moi, j'ai donc tiré un badge qui me permettait d'accéder au groupe Se Loger. Donc, Se Loger qui comprend toutes les problématiques liées à la construction, aux habitations et puis à la gestion du territoire. Donc ça, c'était un coup de bol. Je ne sais pas si c'était un coup de bol pour moi ou si c'était un coup de bol pour le groupe. En tout cas, c'était la possibilité ici de pouvoir donner mon avis en sachant un petit peu de quoi il s'agissait. Mais l'idée de départ quand même de ce tirage au sort, c'était d'avoir le point de vue de monsieur et madame tout le monde sur le sujet. Et donc voilà, des agriculteurs se sont retrouvés dans se déplacer et puis des gens qui avaient des liens avec quelqu'un qui travaille dans une régie de transport s'est retrouvé dans se nourrir. Donc il y a des échanges comme ça assez intéressants, mais on restait quand même assez en contact étroit avec le devenir des autres groupes. Je veux dire, chaque session, il y avait des rappels de ce qui se passait dans les autres. Alors peut-être, c'est un aspect que tu soulignes quand on a pu échanger, qui était assez important, qui était un peu cette idée qu'au début il y a une forme de découverte collective. Alors c'est monsieur et madame tout le monde. Toi à ce titre-là aussi, quelle que soit ta pratique et le hasard qui dans ce cas-là fait peut-être bien les choses. En tout cas, sans doute, on va le voir sur une des thématiques sur lesquelles tu as travaillé. Est-ce qu'on peut revenir sur ces premières étapes? C'était des week-ends, je crois. Vous avez eu pas mal de présentations et de débats sur cette question de la prise de conscience collective. Vous arrivez 150 représentants approximatifs de ce que pourrait être la France. Évidemment, rien de parfait là-dessus, mais ça veut dire que sur les 150, beaucoup qui ne sont pas très conscientisés sur les questions environnementales, les questions urbaines, etc. etc. À la fin, on a quand même un document et alors un peu moins de 150 propositions, moins 3 jokers, mais peu importe, qui vont très loin. C'est un document en effet épais, mais qui est aussi en ligne. On mettra évidemment les références là-dessus. Comment ça s'est fait, cette dynamique collective qui fait que vous apprenez collectivement et on a une forme de prise de conscience, en tout cas du groupe? Alors, tu disais au début, donc effectivement, ça a été 7 week-ends de travail en présence au CESE, donc Conseil économique, social et environnemental, et la 3e institution politique du pays, qui a un rôle pour l'instant consultatif qu'on appelle quand il s'agit d'avoir des lois qui ont ces 3 aspects-là. Mais l'idée, c'est donc 7 week-ends de travail avec beaucoup de travail entre. Les premiers week-ends axés beaucoup sur on va dire un socle commun d'informations sur l'état actuel des choses et le devenir du climat, qui a permis du coup de mettre tout le monde un petit peu dans le même bain et de se faire aussi notre propre point de vue sur le sujet. Un premier week-end qui attaque fort avec l'intervention de la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte qui fait un constat assez alarmant d'où on vient avant les hommes et jusqu'où on va, peut-être après les hommes, on verra. Et aussi de Laurence Soubiana qui nous explique que Laurence Soubiana, donc la personne qui était en charge des accords de Paris, donc quelqu'un qui connaît un peu très très bien le sujet, et l'idée que sur 30 ans, on doit passer d'une empreinte carbone de 12 tonnes à 2 tonnes par personne. Et il y a un sentiment de vertige complet de se dire que notre mode de vie actuel, en moyenne, a une empreinte carbone de 12 tonnes et qu'il faut diviser par 6 en 30 ans. Et là, on prend tout de suite le choc, la claque que tout le monde dit, là, tous mes collègues parlent de claque. Et ce vrai choc, l'impossibilité de se dire, mince, il faut faire quelque chose, mais ce changement profond. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire des mesurettes ou des trucs comme ça. Par contre, les mesures avaient un mandat, donc le mandat général, c'était de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et donc, on part avec ce constat-là qui nous met sur la trajectoire de ces 2050 où on doit être vers une neutralité carbone. Et
donc voilà. Et donc on a ressorti énormément de choses. Et puis les sessions suivantes on pouvait appeler des experts, on a demandé des experts, on était aussi dans la volonté d'avoir des experts qui peuvent se contredire, parce que c'est pas en se forgeant un point de vue unique qu'on arriverait à régler le truc. Donc il fallait vraiment avoir un point de vue dans le groupe Se Loger, d'architectes, de promoteurs, d'élus, de tous les acteurs qui font la vie des territoires. Donc ça, c'était assez important. Et puis surtout, de tous les voir, de tous pouvoir poser ces questions qu'on se posait à ce moment-là, et puis de produire dans notre groupe 3 familles d'objectifs assez précises et assez volontaristes pour le coup, sur la façon de gérer le parc immobilier existant et à venir. Alors, on va y venir tout de suite. Donc, il y a un processus d'apprentissage collectif, mais très dans l'action, centré sur cette question de l'empreinte carbone et du changement climatique. Pour autant, il y a un sujet sur lequel je pense que tu t'es clairement beaucoup investi, mais sans doute avec d'autres, qui n'est pas un sujet complètement évident, qui est, alors pas les 110 km/h sur autoroute, on va peut-être pas en parler aujourd'hui. Ça te c'est fini, de toute façon, le président l'a évacué, donc on n'a même plus besoin d'en parler. Voilà. Mais on va parler de la lutte contre l'artificialisation des sols. Alors évidemment, nous, on y est très attachés au sein de Dixit. Comment cette thématique, qui n'est pas complètement évidente et qu'on ne relie pas complètement de façon complètement simple à notre empreinte carbone, comment la thématique est arrivée dans le débat finalement et dans vos discussions? Est-ce que c'était une évidence dès le début? Est-ce que ça faisait partie de sujets à traiter évidents ou est-ce qu'il y a eu un processus qui a amené à tout ça? Ça s'est fait petit à petit. On a eu la visite assez rapidement d'une architecte, Christine Lecomte, qui est présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et qui a beaucoup insisté sur la réhabilitation de ce qui est déjà là, d'un point de vue architectural. Et ça nous a amené assez naturellement à se poser la question de ce qu'on avait déjà aussi en termes architecturaux, c'est aussi ce qu'on avait déjà utilisé, enfin ce qu'on avait déjà artificialisé. Et le concept d'artificialisation en lui-même est assez obscur pour le public, puisqu'on ne voit pas, en fait. Voilà, déjà, c'est un mot pour les spécialistes. Les gens butaient assez pour le dire, un mot très difficile. Mais l'étalement urbain, c'est un phénomène qu'on comprend assez rapidement. L'étalement urbain, quand on précise, pour grand nombre de mes collègues, c'était uniquement la nappe de parking et les boîtes à chaussures qu'on connaît en périphérie de ville. Mais simplement, c'est aussi d'autres choses. C'est les infrastructures, c'est les lotissements, c'est plein de choses comme ça qui font que. Et c'est une mesure qui, on va dire, dans le groupe Se Loger, a pris son temps et a aussi eu besoin de beaucoup de renforts assez fréquemment. L'idée de remonter l'idée, puisqu'elle était quand même pas assez, de prime abord, elle est pas, on ne dit pas qu'on va régler la crise climatique en limitant l'étalement urbain quand on est dans le grand public. Et du coup, là, c'était vraiment l'idée de dire que voilà, avec l'étalement urbain, ce qui se passe, c'est que les déplacements s'allongent, c'est qu'on grignote le sol agricole, le sol agricole ou le sol naturel, les forêts et tout ça, qui sont des stocks de carbone. Et puis, et par ces biais-là, on se rend compte qu'on peut, sur 30 ans, avoir une influence, puisque en lisant tout ça, en se renseignant, on se rend compte que voilà, il y a 30 000 hectares qui disparaissent tous les 10 ans et que c'est… tous les ans. Tous les ans, pardon. Oui, pardon. Département tous les ans. Mais tous les ans, c'était 30 000 hectares qui partaient comme ça, artificialisation, et qui enlevaient ces problèmes, qui généraient ces problèmes-là. Donc, dans des mesures qui font système, dans l'idée même de proximité, à la fois alimentaire, à la fois du travail, à la fois de la production et donc de l'habitat, c'était nécessaire d'introduire la notion de lutte contre cette artificialisation. D'accord, donc des effets indirects, des effets structurants mais indirects, et donc un peu difficile à percevoir.
Et puis, c'est ce qu'on connaît, hein, mais tu le confirmes aussi, y compris dans ce cercle formé, conscientisé et dédié à ça, des messages pas complètement simples et pas complètement évidents à faire passer. Alors, si on rentre un peu dans les différentes mesures, hein, il y en a toute une série qui sont sous cette en-tête, hein, lutte contre l'artificialisation, en tout cas lutte contre l'étalement urbain. Le titre, alors moi je l'aime bien en fait, on a pu en discuter. Moi je le trouve assez, le titre général, hein, c'est l'objectif 3 de se loger. Je le trouve assez, fleuri et explicite. Lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain en rendant attractive la vie dans les villes et les villages. Enfin, il y a contre quoi on lutte, mais donc quelle est aussi l'alternative là-dessus? Et aussi cet esprit de faut donner envie de tout ça. Alors avant de donner envie, vous y allez franco sur le contre et la contrainte. Hein. C'est certainement venant de ma part pas un reproche. On a toute une série de mesures, hein, qui viennent à la fois créer une forme de budget spatial, c'est-à-dire viennent limiter le droit à consommer assez drastiquement, hein, le droit à consommer de l'espace par les villes, hein, à fixer commune par commune. On a l'idée d'une forme de conditionnalité, c'est-à-dire que on a le droit de s'étaler, de consommer du sol en périphérie, qu'à partir du moment où on a bien travaillé ses friches, hein, à partir du moment où on n'a pas des espaces vacants au cœur du tissu déjà urbanisé, hein, on sent une certaine dent, je dirais, voire une haine sur les zones commerciales, hein, qui est très nette. Donc là, c'est un arrêt complet, hein, qui est demandé, qui est proposé. Et puis il y a une logique aussi là qui est pas sur l'interdit, mais qui va avec, qui est de dire c'est bien d'interdire, mais encore faut-il contrôler que tout ça est respecté. Hein. Donc cette logique du contrôle et place des services de l'État, notamment là-dessus. Et puis une logique de protection associée à des enjeux de gestion, d'ailleurs, c'est suffisamment intéressant pour le souligner, à la fois des espaces naturels, mais aussi forestiers et agricoles, hein, en disant c'est pas tout protégé de créer des enclaves qu'on ne touchera pas, notamment aux abords des villes, mais encore faut-il gérer intelligemment ces espaces-là, notamment avec quelques éléments sur les espaces forestiers. Peut-être sur cette volonté non pas de ralentir, mais de mettre vraiment un coup d'arrêt à l'étalement urbain. C'est quelque chose qui a fait consensus au sein ne serait-ce du groupe Sologer. Oui, alors c'est quelque chose du coup, qui est venu assez naturellement à partir du moment où on en avait décrété un petit peu les limites et on en avait une conscience que ça avait un très très fort impact. Hein, on l'a évalué comme une des mesures ayant le plus fort impact dans notre tradition totale. On l'a assez bien défendu. Et puis aussi, on s'est quand même rendu compte que même s'il y avait des choses en place, comme le zéro artificialisation nette ou d'autres éléments, en fait, on avait quand même tendance en France à grignoter ces espaces agricoles, même si on nous forçait à le faire sur des espaces déjà artificialisés. Maintenant, on a quand même voulu un petit peu mettre un cadre à ça, puisque on avait aussi pu rencontrer l'association, le représentant des associations des maires ruraux de France, qui nous disait que là aussi c'était une pression sur un mandat électoral, le fait de pouvoir ouvrir la construction sur des terrains qui existaient déjà, et donc avec aussi cette notion-là de se dire que même si on forçait d'autres villes beaucoup moins respectueuses des choses, on leur disait de pas s'étendre plus de 6%, 3 à faire dans le déjà artificialisé, 3 dans l'espace naturel, c'est toujours l'espace naturel qui était en premier, puis les friches restaient quand même des friches sur tout le territoire français, qui restent comme ça depuis 20, 30 ans, qui bougent pas, qui n'ont absolument aucune... la nature prend ses droits tout seul. Et non, c'était vraiment l'idée d'aller assez fermement. Et quant aux zones commerciales, il y a aussi le débat qui entre-temps est apparu avec les zones logistiques, qui seront peut-être aussi même l'un des grands problèmes à venir. C'était l'idée que à partir du moment où on était très très bien équipé, on n'en avait pas besoin de plus, et que s'il fallait à nouveau mettre des nouveaux commerces, il fallait que ça soit fait dans les cadres des zones commerciales déjà existantes. Donc ça, c'est une chose
on en a tout à fait conscience de ça. Et puis, on a aussi, dans certaines mesures, restauré le principe de pleine terre, qui n'est forcément pas compris partout quand on voit les grandes nappes de parking. L'imperméabilisation aussi, là encore un autre sujet, mais étroitement lié à ça, fait que, voilà. Donc le constat quand même que on avait toute une série de mesures, mais que voilà, en tout cas le virage n'était pas pris, ce qui est confirmé par les chiffres. On a eu une nouvelle série de chiffres, une nouvelle donnée annuelle là, 2017 en plein confinement, qui confirmait qu'on était sur 2016-2017, c'est les derniers chiffres qu'on a, sur une reprise légère certes, mais une reprise. Donc là on devrait être sur un effet de baisse importante. On en a eu un après la crise, la crise immobilière post-crise financière 2010. Là, on a une reprise de cette consommation de sol dont la tendance n'est en effet pas bonne. Tu disais, là dans ton intervention, vous avez mesuré en fait l'impact de ces mesures-là et qu'elles auraient un effet particulièrement important. On a eu l'aide de spécialistes de groupes d'appui qui ont à la fois chiffré combien allaient coûter les mesures, mais aussi voir si on était quand même sur le bon chemin. La notion de 40% qui a été évoquée au départ, en fait, il y a beaucoup de mesures qui ont des difficultés à avoir un chiffre précis. Je ne pourrais pas vous donner des chiffres et je ne pourrais même pas vous dire si on est sur les 40%, mais je sais que par contre, on est sur la bonne trajectoire vis-à-vis de cette réduction de gaz à effet de serre. Et pour ça, je fais une petite parenthèse là-dessus. Les 146 mesures, elles font bloc, elles font système. C'est-à-dire que même si elles ont été cloisonnées par des grandes thématiques, elles ont l'idée que ça se recoupe. Tout à l'heure, je te disais, par exemple, sur l'artificialisation des sols, on touche à des domaines qui sont bien sûr se loger, on va dire, mais aussi se nourrir, puisqu'on préserve les terres agricoles, et se déplacer, puisqu'on réduit les déplacements domicile-travail. Et donc, ça fait système. Et d'entendre, depuis qu'on a livré ce rapport au président, avec un président qui nous a dit « je dis oui à 146 mesures », et d'entendre petit à petit, jour après jour, des ministres ou des décisions parlementaires les enlever, commence un petit peu à nous alarmer. Mais je pense que pour ce qui est de l'ordre de la rénovation globale et sur l'artificialisation des sols, les contacts avec le ministère, il y a eu un remaniement aujourd'hui, donc il faudra remettre ça un peu en contexte après. Mais ce sont des chantiers qui sont prioritaires. Voilà, pour ça. Et sur lequel vous avez identifié que ça avait un effet levier important, vraiment significatif. Oui. La rénovation globale aura un effet levier sur l'emploi et quant également sur les rejets de gaz à effet de serre et pour les raisons que j'ai expliquées sur l'artificialisation des sols, il y a un effet, c'est évident. Alors, on n'a pas du tout fait le tour sur l'ensemble de ces mesures associées à l'économie de sol, mais donc avec des impacts qui dépassent largement ça. Alors, il y a l'idée de contraindre l'étalement d'un côté, mais il y a aussi de pousser les alternatives avec une série de mesures. Alors, faciliter les changements d'usage. Alors, j'avoue que autant l'intitulé est clair, autant la façon dont c'est mené derrière les moins. Très clairement, on sent qu'il y a du boulot derrière. Mais aussi faciliter les réquisitions de logements ou de bureaux vacants ou encore des friches. Donc l'idée à un moment qu'il y a des espaces vides dans la ville et qui doivent pouvoir d'une façon ou d'une autre être mis en service, y compris avec des moyens un peu lourds et contraignants. Sur ces éléments-là, toi, il y a des sujets qui te semblent particulièrement significatifs, importants, en tout cas dans leur effet. Je trouve dans la mesure où on veut agir, il faut à un moment effectivement prendre des décisions et les réquisitions dans ce cas-là sont assez importantes. Je pense à des friches qui restent comme ça pendant des années sans contrôle avec le propriétaire qui attend la bonne affaire pour pouvoir vendre son terrain. Pendant ce temps-là, rien ne se passe. Alors qu'il y a l'idée aussi, sur ces sols industriels, par exemple, une dépollution qui doit être faite activement et pas au dernier moment, où on ne construit pas dessus. Bref, il y a des choses comme ça qui permettraient à la ville d'aller un petit peu plus vite. Également aussi, juste revenir sur le zéro
artificialisation nette, en fait, concept qui n'a pas été très très bien compris, enfin moi qui le connais, mais concept qui n'a pas été très très bien compris et perçu, mais en même temps il est quand même dans les tuyaux, cette stratégie-là, en l'expliquant assez rapidement pour ceux qui nous écoutent, bon, même si je pense qu'on est on est tous assez concernés par le sujet, c'est l'idée qu'en fait, à partir du moment où on construit sur une zone naturelle ou agricole, l'investisseur doit acheter un deuxième terrain équivalent à la surface et le renaturer pour le rendre à la nature. Donc, ce que l'on prélève, on le rend d'un autre côté, ce qui fait que ça double finalement le coût de l'achat du terrain financièrement. Alors, financièrement, c'est compliqué. Nous, on a préféré mettre plutôt une mesure assez phare là-dessus sur, au lieu d'en faire 30 000 par an, des hectares, ce serait 15 max. Tout en favorisant quand même que ça soit sur les terrains déjà artificialisés. On y tient. 15 maximum par commune, c'est ça? En fait, non, sur le territoire national, en fait, l'idée de diviser par deux, c'est notre mesure de départ, quoi. C'est l'enveloppe restrictive qu'on souhaite d'hectares maximum qu'on peut artificialiser. Donc, quand on le divise par deux, on artificialise 30 000 hectares par an. Bon, maintenant, maximum, ce serait 15. Parce qu'on reprend une période de référence. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'observer les 20 dernières années comment les villes s'étaient étendues, d'en faire une somme, de la diviser, et après d'avoir donc un chiffre annuel et de le diviser par deux pour les prochaines années. Donc, c'est-à-dire que vraiment freiner l'effet. Il y a cette idée qui n'est pas, pour être honnête, qui n'est pas complètement claire dans la façon dont c'est libellé, parce que les périodes de référence, etc., sont pas. En tout cas, on comprend le cap et on comprend le principe très clairement, qui était de dire, voilà, on réduit par deux, mais pas à 2050. Dans les 10 prochaines années, on réduit par deux la consommation de sol. Là, très honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit que vous manquiez un petit peu d'ambition. Qu'il était temps de passer. Je comprends aussi, mais si tu veux, l'idée de justice sociale fait que des propriétaires de terrain, en fait, tu les prives en fait, de leur richesse au final. Et certes, il faut faire quelque chose, mais toutes les mesures ont ce volet de justice sociale qui est quand même assez important, où l'idée de faire les choses par palier, par étape. Du jour au lendemain, on ne peut pas dire stop. En fait, ça ne marche pas du tout et ça soulève des blocages. Et après, on finit par faire exactement ce qui se passait avant. Mais l'idée, pour le coup, sur les 10 prochaines années, de freiner ce phénomène nous a semblé beaucoup plus juste socialement que de dire stop d'un coup. Voilà. Je comprends que ça peut paraître un peu faible, mais si tu veux, on ne pouvait pas soumettre une interdiction pure et dure sans en évaluer le coût sur la justice sociale. C'est pas acceptable. C'est pour ça que la taxe carbone n'était pas du tout, n'était pas du tout incluse dans notre rapport, puisqu'on l'a trouvé en l'état très injuste socialement. Alors, il y a eu tout au long cette réflexion sur à la fois ce qui est. C'est quoi le bon seuil, en fait, le bon niveau et où est le bon gradient, si le cap est clair, quelle est la trajectoire, et à la fois en termes d'acceptabilité, est-ce que, voilà, mais aussi éviter de se prendre un mur, c'est-à-dire il vaut mieux faire quelque chose dans le bon sens que finalement vouloir trop faire et ne rien faire. Alors on retrouve, je trouve, dans un dernier lot de mesures, alors c'est en tout cas la façon dont je l'ai lu, mais il y a cette question du donner envie. Donner envie, notamment de la ville, alors un peu sous toutes ses coutures, pas forcément la ville hyper dense, et à la fois en rendant possible, alors pareil, comment, vous y répondez pas, mais on voit bien que la question derrière peut être immense, en rendant possible ou plus possible la densification par l'implantation de bâtiments collectifs après concertation, mais aussi de rez-de-chaussée mixtes, de nature sur des espaces qui sont peu denses. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur cet élément-là. Mais tu peux faire une parenthèse, parce que je pense que c'est un levier qui est hyper important. Et à côté, à côté, il y a l'idée de sensibiliser à la ville compacte. J'ai l'impression que les deux idées sont liées, mais je te laisse. Les deux idées sont liées, et puis elles sont aussi, le fait de la lecture de ton livre, l'urbanisme circulaire, elle est, j'en ai aussi un peu rendu compte à mes collègues, et puis ça a amené à la discussion
que voilà, le mot densité de toute façon fait peur. Parce qu'on se dit, voilà, mais tu vas pas nous mettre des tours ou des barres à côté de notre pavillon, c'est pas le but. J'explique la densité, et toi tu l'expliques assez bien aussi dans ton livre, voilà, en Vendée, on peut juste rajouter un étage, on est déjà pas mal dans notre densité. Donc c'était vraiment de trouver par la concertation, c'est-à-dire voilà, le BIMBI, ça fonctionne pas techniquement, mais il faut arriver aussi à se dire, voilà, dans les zones périurbaines où on a une dépendance très très forte à la voiture, le fait d'aller chercher la moindre chose avec sa voiture parce qu'on est très éloigné, que c'est pas des territoires qui sont attractifs pour les commerces, sachant que tout est centralisé dans les grands centres commerciaux. Là, c'était vraiment l'idée de se dire que voilà, on travaille sur ce qui est déjà là, on le renforce. L'idée de densifier, c'est pas faire du haussmannien dans les pavillonnaires, mais c'est que par contre de se dire que voilà, on consomme énormément de sol et qu'il faut utiliser ce qui est déjà là et renforcer ce qui est déjà là et qu'on a besoin du vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose aussi, si tu veux, comme c'était la vie de monsieur, madame, tout le monde, beaucoup de gens sont propriétaires de maisons individuelles et pour eux, ça reste c'est l'aboutissement d'une vie, c'est sur sur quoi ils ont travaillé des décennies et c'est le fruit de leur argent et puis surtout la volonté de paix et le vivre ensemble de manière collective, il bénéficie pas forcément d'une très très bonne représentation auprès du grand public parce que le but à atteindre reste quand même la maison entourée de pelouse et ces mesures-là qui sont par exemple sensibiliser à l'importance de l'intérêt de la ville plus compacte et construire une nouvelle culture de l'habitat collectif, c'est l'idée d'arriver à se débarrasser un petit peu du modèle, du but à atteindre qui soit la maison toute seule, quoi, où on n'a pas de voisins, où on est tranquille. On peut être tranquille. Moi, je suis en appartement à Nantes et je suis tranquille avec une vue et un arbre devant la fenêtre. C'est tout à fait faisable, mais simplement, la politique publique, elle est pas à la favoriser de montrer ce qu'on sait faire en habitat collectif. Et dans une réunion, juste après avoir rendu le rapport, j'ai pu avoir la chance d'avoir une réunion au ministère de l'écologie. Et ils sont très, très, très friands, justement, de ça, de comment on peut faire pour développer la culture de l'habitat collectif. Et moi, je pense que ça passe pas uniquement par la représentation que le but à atteindre est la maison toute seule. Voilà. Alors, de ce que je comprends, ce travail de sensibilisation qu'il faut sans doute faire, sensibilisation peut-être plus globalement à l'intérêt de la ville et du vivre ensemble, au-delà d'une forme urbaine particulière haute, j'ai l'impression que tu l'as un peu fait au sein de ton groupe. Tu n'étais sans doute pas seul. Est-ce que, au bout du compte, pour toi, il manque 2-3 choses un peu, ou une chose qui serait vraiment pertinente. Est-ce que tu as un regret important, en tout cas sur ce champ-là? Après, on verra pour la suite, est-ce que ça te donne dans le concret, évidemment, mais... J'aurais voulu qu'on fournisse effectivement des moyens de sensibilisation. Pour l'instant, la mesure en elle-même est assez vague et laisse au final laisse le choix aux politiques de préciser ça, sachant qu'on a aussi apparemment le moyen de continuer à travailler à préciser. Et sur ces points-là, je pense que le ministère était assez, comme je te le disais, assez friand de vouloir en savoir un peu plus. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait manquer à ça. C'était déjà dès le départ d'avoir appelé ça se loger quand on pense au final que ça parle d'une question d'habiter, d'habiter la ville, d'habiter la campagne, d'habiter dans les milieux naturels ou urbains. Donc ce sujet-là, habiter, à mon sens, déjà biaisé dès le départ, on voulait quand même attacher le sujet au logement. Donc, ça aurait pu se traduire uniquement par la rénovation globale. Et pour moi, ça aurait été passé à côté de cette grande question de l'étalement urbain. Mais elle en fait partie. Donc, les regrets, j'en ai pas tant. Je suis assez heureux qu'on ait
réussi à avoir un large consensus sur cette mesure. Quand elle a été votée à 98,6% dans l'Assemblée. 2 personnes ont voté contre. Sur un sujet très technique, pas facile d'accès du public, de monsieur et madame tout le monde. Et là, pour le coup, un vrai consensus. Et ça, c'est quelque chose d'assez, qui donne beaucoup d'espoir sur la suite parce que avec l'information, avec le fait qu'on comprend où est-ce qu'on veut en venir, nous, les professionnels de la ville, on peut arriver à fédérer. Voilà. Donc maintenant, il reste plus que 150 citoyens à convaincre sur ces histoires-là. Donc ça veut dire que si on arrive à expliquer le sujet, non seulement on arrive à le mettre à l'agenda, comme tu l'as fait, à se dire aussi que c'est un des sujets et un des leviers sur lesquels on peut appuyer sur la transition, mais on arrive à expliquer son importance et à montrer que il y a des virages significatifs à faire. Alors on l'a vu, c'est à la fois les propositions sont posées, elles sont présentées, le rapport est fait, il a été présenté au président de la République en début de semaine. Alors, il y avait 3 jokers. Il se trouve qu'il y avait manifestement, en tout cas, il y a la sensation qu'il y ait des jokers qui s'échangent un peu en off à droite et à gauche, par les uns et par les autres. On ne va pas tracer les futurs et se dire ce qui prendra un effet concret et pas. En tout cas, vous et toi, c'est quoi votre rôle sur la suite ? Effectivement, on a rendu notre mission, c'était de rendre ce rapport, mais il reste quand même, le président nous a répondu sur ce rapport, mais il reste quand même la réponse à la réponse. C'est-à-dire qu'en mois de septembre, on va pouvoir juger sur l'action pendant l'été de la mise en place de ces mesures dans le débat, et on dira si on est content de la voie que ça prend ou si on n'est pas content. Et en toute honnêteté, pour moi, le président dit oui à cette proposition-là. Les ministres qui donnent leurs avis sur telle ou telle question, j'en tiens pas compte. Je suis assez déterminé, assez optimiste là-dessus. En fait, si tu veux, à partir du moment où on ne discute pas de vis-à-vis, qu'on n'est pas là pour échanger, pour moi, c'est des paroles en l'air. Donc, les citoyens se sont constitués en association. Ce qui, du coup, a envoyé le signal qu'on était prêt à poursuivre le travail au besoin et d'être là pour accompagner le suivi de ces mesures et s'assurer qu'elles aient une réalité concrète. Quant au chantier du groupe Se Loger, je pense que la rénovation globale a identifié un levier économique pour les questions du travail. Il sera assez crucial dans les mois qui vont venir à la rentrée. Quant à l'artificialisation des sols et dire stop au bétonnage, je pense que le président, c'est quelque chose que j'essaierai de débriefer. Là, je viens juste de rentrer de Paris avec plein de réunions et tout ça, mais j'essaierai aussi de débriefer peut-être dans un post un peu plus tard le discours du président qui a très bien compris les notions de protection de souveraineté alimentaire, de réduction des déplacements et tout ça, mais qui a aussi ajouté la notion d'esthétique, en fait, au rapport, quelque chose qui était forcément induit, l'idée moi, ça m'a toujours bouleversé, la France moche, comme avait titré Télérama il y a quelques années. C'est au même moment, d'ailleurs, que je crois que je commençais à sortir de l'école. Cette idée-là, oui, qu'effectivement, en se posant au milieu des zones commerciales et en se posant sur une raquette de retournement d'un lotissement, on se dit, mais mince, ce pays qui a des magnifiques paysages, qui a une culture, de l'agriculture, en fait, arrive à complètement saccager son terrain de vie, quoi. Et donc, il a rajouté dans ce discours ça m'a profondément ému, je vais le dire, assez simplement, parce que c'est quelque chose qui me touche aussi. Et je pense que sur cette question-là, de limite de l'étalement urbain, en tout cas, moi, je serais là pour lui rappeler qu'il y a cet engagement-là et qu'on en a besoin maintenant pour les 30 ans à venir. Si on commence pas tout de suite à faire quelque chose sur ce
cet élément-là précis, qui met énormément de temps à se déclencher, on n'arrivera à rien dans 30 ans. On sera toujours au même point. Des amis me montrent des articles d'il y a 20 ans. On est exactement aux mêmes problématiques de rénovation globale ou de limite d'étalement urbain alors qu'on n'a rien fait. Donc encore beaucoup de boulot, mais vous n'avez pas mis un point final à votre travail. Vous restez engagé, tu restes engagé sur la question. Écoute, merci beaucoup, William, pour ce travail déjà et pour l'échange. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.